Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce nouveau podcast avec Poyeo Technologies. Aujourd'hui, je reçois de nouveau Antoine Hiralpetat, directeur de cette structure. On va aborder bien évidemment plusieurs sujets. Lors de nos différents échanges, c'est pas la première fois qu'on fait aussi ça. Tu m'as dit que tu avais référencé de nombreux sujets et je pense d'ailleurs au sujet du CV. J'aimerais ton avis en tant qu'ancien DRH sur tout ça, Antoine. Oui, alors déjà, bonjour Julien, bonjour à toutes et à tous, et merci de me lancer sur ce beau sujet. Alors, en réalité, si vous recrutez aujourd'hui avec des CV, je vais être un peu direct, mais vous faites n'importe quoi. C'est-à-dire que le CV est une aberration data. C'est une liste d'expériences, de diplômes, et comme on le sait toutes et tous, certaines personnes ont de l'expérience, mais ne sont pas performantes. D'autres personnes n'ont pas d'expérience et sont performantes. Par ailleurs, dans les CV, de nombreuses informations sont soit manquantes, soit enjolivées, soit rajoutées. Je vais vous prendre un exemple. Lorsque je dirigeais le recrutement de la banque de détail en France de BNP Paribas, il nous est arrivé d'étudier la validité d'une même catégorie de données, c'est-à-dire les langues parlées. Figurez-vous que les candidats qui indiquaient parler mandarin ou japonais parlaient, dans 100% des cas, mandarin ou japonais. Alors que, on le sait tous, quand on indique sur un CV qu'on parle anglais et qu'on a un niveau bilingue, on est à moins de 50% des cas dans une donnée fiable. Bref, les données contenues dans le CV sont des données de poubelle. Et aujourd'hui, énormément d'entreprises continuent de faire une présélection sur CV. Bon, très bien, Antoine. Finalement, je pense qu'on est tous sensibilisés un peu sur ça. Si le CV aujourd'hui, finalement, est inutile, en tant que recruteur, à quoi il faut se fier pour recruter les bons candidats et candidates? Alors, effectivement, le CV ne sert à rien. On ne le redira jamais assez. Alors, comment faire pour faire ce premier filtre, cette première sélection? Avant toute chose, je voudrais dire qu'il faut arrêter de parler de tri de CV. Le tri est une opération automatique, simple, et si vous tapez sur les grands moteurs de recherche tri, il ressortira le champ lexical des déchets. Donc, parler de tri de CV, je pense que c'est manquer d'égard à l'endroit des talents que l'on s'entend recruter. La deuxième chose, c'est que le CV qu'on analyserait n'aboutit qu'à des suppositions, à des statistiques, à des hypothèses, puisque une expérience donne statistiquement la probabilité de détention de compétences, mais chaque individu échappe à sa catégorie. C'est pas parce qu'on est de telle entreprise ou qu'on a occupé tel poste qu'on a immanquablement les valeurs ou les compétences de l'entreprise et du poste. Comment évaluer les compétences sans CV? Il s'agit déjà de rédiger une annonce de recrutement précise. Aujourd'hui, des centaines de milliers d'annonces sont grises, génériques, tristes. Que vous travailliez chez Charal ou pour L214, bref, que vous soyez un viandard ou que vous ne vouliez pas couper une feuille, vous allez avoir les mêmes annonces de recrutement pour un chef de projet, un directeur ou une directrice marketing. Chaque annonce doit être spécifique, authentique, unique et préciser de façon claire et opérationnelle les responsabilités du poste. La meilleure façon de commencer à évaluer les compétences, c'est de permettre aux candidats de se positionner. La deuxième chose pour évaluer les compétences, c'est une fois qu'on a reçu les candidatures, en nombre limité, il faut, je le recommande, fermer l'annonce de recrutement à partir de 20 candidatures reçues. Donc, il faut envoyer à toutes les candidatures reçues un mail ou un appel ou un exercice de présélection. Cette présélection permettra à chaque candidat d'exprimer ses compétences, ses connaissances, ses motivations et ses disponibilités. L'évaluation se fera sur pièce en appréciant les livrables proposés par les candidats
et certainement pas en faisant de la magie statistique en fonction des expériences et des parcours plus ou moins retracés avec fiabilité sur les CV. Bon, ok Antoine, je te suis sur ce sujet. Moi, la question que je me pose, c'est comment ça se fait aujourd'hui finalement que dès qu'il y a une offre d'emploi à pourvoir, la première chose qu'on demande, c'est encore le CV. Est-ce qu'il y a pas encore peut-être un décalage entre le fait qu'on dit que le CV finalement est parfois un petit peu inutile et la réalité des pratiques des recruteurs qui sont pour la plupart du temps quand même souvent bien contents d'avoir un document sur les éléments du candidat. Est-ce que toi, tu perçois aussi un petit peu cet élément? Alors oui, bien évidemment, on est tous conscients du fait que le CV est un document très poreux, très peu fiable. On sait qu'il y a des gens qui trichent, on sait qu'on n'y voit pas les compétences, etc. Et pourtant, c'est toujours utilisé. Alors pourquoi? Ce n'est pas la première fois que l'humanité nous démontre, d'une part, sa bêtise, ou d'autre part, son incapacité au changement. Dans des bouquins un peu simplificateurs, tels que celui de Jared Diamond sur les disparitions de civilisation, ou comme dans plein d'autres, ou encore une fois la métaphore de Cassandre à Troie, l'humanité s'est souvent entêtée dans des pratiques qui la condamnaient à sa perte. Et là, nous faisons évidemment référence à des sujets bien plus sérieux que la simple utilisation du CV en matière de réchauffement climatique. Mais pour revenir au CV, c'est juste qu'on a toujours fait comme ça. C'est juste que c'est rassurant. Et puis même, c'est sympa. Il y a un côté agréable dans la lecture d'un CV. On se projette, on imagine un parcours, on fait des passerelles. Bref, le CV continue d'être utilisé à la frontière de deux problématiques. La première, c'est l'habitude de recruter avec des CV. Et la deuxième, c'est le caractère agréable de la lecture d'un CV. On découvre un parcours, on s'intéresse à une personne. Cela ne retire rien au fait que sélectionner sur CV est une aberration. Vous allez mettre dans votre processus de recrutement des gens qui n'ont absolument pas les compétences que vous présupposez par l'intermédiaire des expériences. Et à contrario, vous allez exclure des processus de recrutement des personnes qui, certes avec peu d'expérience, n'en incarnent pas moins les phrases de Corneille ou de Platon. La valeur n'attend pas le nombre des années. Bien sûr, vous me rajouterez aux âmes bien nées en ce qui concerne Corneille. Bref, aujourd'hui encore, le CV est mal utilisé puisqu'il est tout simplement utilisé. Un autre élément, Antoine, aussi que je voudrais aborder en t'écoutant attentivement, hein, je pense qu'on est tous concernés par ces sujets. Si le CV n'existe plus, ou si on considère que le CV est un élément finalement qui est très poreux, comme tu l'as dit, comment les candidats ils font pour postuler à une offre d'emploi? Est-ce que Mbappé et Dembélé, quand ils ont postulé pour jouer au PSG ou au Real Madrid, ils ont envoyé un CV? Non, ça c'est sûr. Est-ce que à la Légion étrangère? Est-ce que à l'Opéra de Paris? Est-ce que dans les ballets de Saint-Pétersbourg et de Kiev, on recrute avec un CV? On regarde les gens. Une compétence ne se déclare pas. Elle se démontre. Lorsque nous étions plus jeunes, on faisait les tests de détection dans les différents clubs. C'est vrai. Dans les différents clubs de rugby dans lesquels on a joué, on ne nous demandait pas d'envoyer un CV. On nous disait tout le monde vient et on fera des tests. Et il y avait de l'écrémage. Bref, le CV s'est imposé progressivement avec une pratique qui revient peut-être au livret de travail qui accompagnait les travailleurs. Et il est devenu quelque chose d'assez pratique puisqu'il condense un certain nombre d'informations. Mais aujourd'hui, le CV, il est notamment utilisé parce qu'il y a le nom, le prénom, les coordonnées email. Mais pourquoi ne pas se limiter tout simplement à ces informations? Bref, aujourd'hui, il faut changer nos habitudes et commencer à recruter de façon efficace avec la démonstration des compétences détenues, les réflexions autour des motivations des candidats et certainement pas en s'accrochant à un bout de papier qui nous fait perdre du temps avec des candidats qui, après 5 minutes en entretien, ne démontrent aucune des compétences que nous attendons ou ne sont pas motivés par nos postes, ou à contrario, avec des candidats qui restent sur le pas de la porte, tout simplement parce qu'on a écarté leur CV. Ouais, je comprends tout à fait, mais tu es d'accord que c'est une pratique qui est possible si finalement on s'arrête à ce que tu disais, à savoir traiter peut-être 20 CV dans un premier temps. Mais le problème aujourd'hui, c'est que
on s'est habitué à recevoir 1000 candidatures, 100 candidatures sur un poste. C'est ça aussi le sujet. Mais cela n'est absolument pas conforme à l'esprit d'une organisation qui se veut être rentable. On n'est pas là pour faire du conseil et de l'accompagnement psychologique aux candidats. Parce que quand on reçoit 100 candidatures, eh bien c'est autant de temps d'analyse. Et je rappelle que toute candidature devrait aussi, au sens des articles 13 et 14 du Règlement général de protection des données, recevoir une réponse individualisée. Bon, les entreprises ne s'en embarrassent pas. Hein. Vous avez déjà fait des candidatures, vous ne recevez jamais de réponse individualisée. Mais rien que d'analyser les CV, ça prend énormément de temps. Donc au final, l'entreprise devrait se dire « je vais limiter mon nombre de candidatures entrantes ». Et d'autre part, c'est extrêmement déceptif pour les candidats. Parce que si on reçoit 100 candidatures pour un poste, ça veut dire qu'on aura 99 déçus. Et donc l'entreprise va créer de la frustration et du désappointement à son endroit. En conclusion, il est important pour les entreprises de limiter le nombre de candidatures entrantes. Et pour cela, il y a une méthode, améliorer la qualité des annonces de recrutement. J'ai conduit énormément d'études sur les annonces de recrutement. Je n'en ai trouvé aucune aujourd'hui sur le marché qui soit rédigée de façon qualitative. Pour faire une pub de 30 secondes pour vendre des pâtes, on consacre une centaine d'heures pour trouver la musique, le logo, les couleurs et les wordings. Pour faire une annonce de recrutement, on dit à un stagiaire ou un alternant qui vient d'arriver d'aller chercher dans une base documentaire périmée, de trouver une fiche de poste à moitié correcte et de la mettre en ligne en améliorant les choses s'il y a vraiment des choses trop aberrantes. Bref, aujourd'hui, en matière de recrutement, il faut reconsidérer la pratique du signal de l'offre-demande d'emploi, c'est-à-dire qu'il faut revoir la pratique de la rédaction des annonces de recrutement. C'est la condition sine qua non pour disposer de processus de recrutement efficients avec maximum une vingtaine de candidatures. Autre sujet, Antoine, aussi qu'on avait abordé en off, selon toi, bien évidemment, comment on fait pour bien évaluer aussi les compétences et faire en sorte, bien sûr, in fine, que la fonction RH soit performante à la fin? Alors, c'est un sujet immense et la réponse vient déjà en un premier mot, docimologie. Vous, managers, et surtout vous, fonction RH qui nous écoutez, est-ce que vous connaissez le mot de docimologie? Docimologie, c'est la science de l'évaluation qui a été, on va dire, formalisée en France à la fin du 19e siècle avec les deux Henri. Je crois qu'il y a Henri Pierron et un autre Henri. Et la docimologie, c'est la science de l'évaluation. Donc si déjà vous découvrez en nous écoutant ce mot, c'est quand même assez intéressant sur la qualité des différentes formations RH qui existent. C'est-à-dire que notre fonction, la fonction RH, et les managers ont un rôle d'évaluation des compétences. Or, la science sociale de l'évaluation des compétences reste aujourd'hui extrêmement méconnue. Alors, je voudrais tout de suite parler d'une chose sur l'évaluation des compétences. Le fait d'avoir des entretiens structurés n'est pas en soi un problème. Et c'est même intéressant de proposer des entretiens structurés qui permettent à chaque candidat d'être apprécié selon une grille commune. Cela favorise l'égalité de traitement entre les candidats. En revanche, le contenu des entretiens structurés doit être traité avec beaucoup d'attention. Pour évaluer les compétences, il faut bien avoir en tête qu'une compétence ne se déclare pas, elle se démontre. Autrement dit, pour tester et évaluer les compétences des candidats, il faut les mettre en situation. Il faut proposer des serious games, des cas pratiques, des business cases, peu importe le terme. Il faut que les candidats soient en situation. On est tous sélectionneurs d'une équipe de foot. On a tous dit « Ah mais le but je l'aurais mis, il faut jouer comme ci, il faut jouer comme ça ». On a tous mis le penalty que l'autre il a raté à la dernière minute. On a tous la connaissance. On sait comment faire. On sait raconter. Mais est-ce qu'on sait faire ? La différence entre la connaissance, c'est-à-dire savoir raconter comment faire, et la compétence savoir-faire est immense. Lors des entretiens structurés, organisez l'évaluation des compétences autour de mise en situation. Et pour évaluer les compétences des candidats, il s'agit donc de demander aux candidats de produire des livrables dont
la production est conditionnée à la détention des compétences recherchées. Je recommence. Pour évaluer des compétences, il faut identifier les livrables qui ne peuvent être produits qu'avec ces compétences. Par exemple, vous voulez évaluer que quelqu'un est commercial, eh bien vous allez donc lui demander de vous vendre quelque chose. Alors, la meilleure façon de demander à quelqu'un de nous vendre quelque chose, c'est de connaître les sous-composantes du commercial, et il y en a à minima 4. Connaître les produits ou les services, savoir comprendre les besoins du client, savoir reformuler pour s'assurer une bonne compréhension mutuelle et savoir conclure la vente. Bref, pour tester les compétences commerciales, il s'agira d'attendre un livrable qui est la capacité à vendre, et cette capacité à vendre permettra d'évaluer 4 sous-compétences: connaissance des produits et services, capacité à questionner et à comprendre le besoin du client, capacité à reformuler pour s'assurer qu'on est d'accord et capacité à conclure la vente. Au final, l'évaluation des compétences passe par la démonstration du candidat dans sa capacité à produire un livrable et par la capacité d'analyse de la personne en charge du recrutement pour déterminer quelles ont été les compétences mobilisées par le candidat ou la candidate pour produire le livrable attendu. Alors, autre question qui me vient, finalement, ce qu'on comprend, c'est qu'il faut qu'on ait des processus qui soient beaucoup plus personnalisés. C'est un peu ça, finalement, que tu dis. Toi, tu te dis pas aussi que ce genre de pratique, finalement, ça vient rallonger le processus de recrutement? Alors, la personnalisation est effectivement un travail important en amont. Mais c'est toujours la même chose. La préparation, la structuration permet de gagner du temps dans la suite du processus. C'est le fameux reculer pour mieux sauter. C'est vrai. Quand on travaille en amont, quand on prépare son processus, ensuite, il est beaucoup plus fluide. Donc, la personnalisation des processus de sélection autour des compétences clés dans les postes, ce qu'on peut appeler le cœur de compétences avec Gary Hamel et Coimbatore Prahalad. Donc, la personnalisation des processus autour du cœur de compétences requiert effectivement du travail en amont pour prévoir les fiches d'entretien, les différentes mises en situation à proposer aux candidats. Mais une fois que c'est fait, on va gagner énormément de temps, d'une part par la montée en compétences progressive des recruteurs, d'autre part par le caractère transférable et transversal des méthodologies proposées, et enfin par la capacité à documenter les réponses. Car quand on maîtrise le processus de sélection et qu'on sait ce qu'on recherche à travers les mises en situation, le feedback candidat devient bien plus facile à proposer. Bon, Antoine, je sais aussi que dernièrement, tu as fait une conférence sur le leadership, notamment la CPM, et tu as parlé de leadership et de la Corse. Qu'est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu sur ces deux éléments? Je suis vraiment intrigué. Je pense qu'aussi, ça va intéresser nos auditeurs. Alors, la Corse est une terre extrêmement fertile en protagonistes et en personnes de qualité. Et la problématique à laquelle la Corse est confrontée, c'est d'une part que la connaissance historique de façon générale dans le monde n'est pas forcément énorme, et d'autre part que la personnalité de Napoléon Bonaparte écrase toutes les autres. Et en effet, j'ai eu la chance d'être invité par la CPAM d'Ajaccio pour illustrer les compétences clés du leader à travers les exemples des protagonistes, des héros corses que sont Sampiero Corso notamment, Pascal Paoli et Napoléon Bonaparte. Et ce que je tiens à dire là-dessus, c'est que la matrice d'analyse du leadership, la plus efficace que j'ai pu trouver, c'est celle qu'on retrouve à la fois chez Sun Tzu en 500 à peu près avant Jésus-Christ, et toujours finalement chez Michael Porter aujourd'hui. Il y a d'ailleurs un livre qui a été écrit et qui met exactement en relation les conseils de Sun Tzu et les conseils de Michael Porter. Et donc, la matrice du leadership se voit à travers 8 points que Sampiero Corso, Pascal Paoli et Napoléon Bonaparte incarnent parfaitement. Dans ces cas-là, Antoine, tu nous as bien teasé, tu nous as donné envie.
Que tu aurais un exemple à partager aussi pour les gens qui nous écoutent? Alors, j'aurais des centaines d'exemples et je le dis, c'est hyper intéressant de mettre tous ces éléments en pratique lors de formations au management. Les managers aujourd'hui ont besoin de beaucoup de soutien, de beaucoup de méthodes et c'est quand même assez génial de se dire qu'on met en place des choses qui ont fonctionné pour des leaders aussi inspirants et différents que Sampiero Corso, Pascal Paoli et Napoléon Bonaparte. Alors, dans les 8 grandes compétences identifiées par Sun Tzu et Michael Porter pour un management performant, j'aurais envie de citer déjà l'importance de la formation, justement. Tous ces grands leaders se caractérisent par une formation de haut niveau. Et on retrouve ici des théories assez récentes sur comment avoir un impact en formation, c'est-à-dire le fait que les participants à une formation soient acteurs de leur formation. Et que ce soit chez Sampiero Corso, Pascal Paoli ou Napoléon Bonaparte, les trois se sont caractérisés par une passion d'apprentissage qui s'est matérialisée chez Sampiero par un départ de Corse en 1514 pour aller apprendre les techniques de combat dans les armées européennes, notamment celle de François Ier. Chez Pascal Paoli, c'est déjà la chance de bénéficier de l'excellence académique et juridique de son père, Giacinto Paoli, qui l'initie à toutes les philosophies des Lumières, Giacinto Paoli ayant quasiment précédé Montesquieu et ses philosophies dans l'esprit des lois. Et enfin, Napoléon Bonaparte, il bénéficie du soutien de son père également, qui va traverser toute la France pour amener Napoléon et Joseph en école militaire afin d'apprendre des éléments complémentaires à la culture générale qu'il avait acquise en Corse, notamment autour des grands auteurs latins. Et en sus d'une formation initiale de haut niveau, Sampiero Corso, Pascal Paoli et Napoléon Bonaparte se caractérisent par une passion permanente de l'apprentissage, de l'initiation et de la découverte. Bref, une des compétences du manager, c'est déjà la conscience de l'importance de se former. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Antoine, si on veut en savoir plus sur ce que vous proposez au sein de votre structure? Oui, merci. Effectivement, notre cœur de compétence, c'est le management, l'accompagnement des managers et l'accompagnement des fonctions RH pour mettre en place des processus de management des talents et de l'organisation performants. Le mieux, c'est de nous contacter par LinkedIn et on décline notre cœur de compétence, c'est-à-dire savoir manager au travers de différentes activités. La première, c'est vraiment le conseil, l'audit, c'est-à-dire qu'on va auditer une situation et proposer des pistes d'amélioration. La deuxième, c'est les formations. C'est-à-dire une fois qu'on a identifié des axes de travail, on va former aux activités qu'on aura processées. Et la dernière chose, c'est vraiment pour passer des très bons moments, très inspirants, c'est des conférences qui peuvent utiliser les personnages locaux. Je pense par exemple à La Rochelle, avec le siège de La Rochelle, extrêmement inspirant, une ville combattante. Je pense par exemple à Verdun aussi. On peut penser également à l'Afrique du Sud avec Nelson Mandela. Toutes ces situations sont dignes d'être partagées et c'est toujours sympa d'ancrer le management dans les réalités locales de l'entreprise qu'on conseille. Et puis l'histoire qu'on a vécue renseigne aussi finalement sur le présent et le futur. Donc c'est très inspirant. Oui, c'est-à-dire que c'est quand même assez dingue de voir toutes les erreurs qui ont été commises dans des situations qui se représentent devant nous aujourd'hui et à quel point on ne se sert pas du passé pour essayer d'éviter ces erreurs. Merci à toutes et tous pour ce nouvel échange très inspirant avec Antoine Réal-Pétate. Bien évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à interagir sur le sujet. On se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode. Vous avez vu, on aborde l'histoire. Même pour moi, en tant que présentateur, c'est passionnant. Donc, j'espère que ça vous a plu. Merci Antoine. Merci Julien, merci, au revoir.